Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la conférence sur le rôle du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'un cycle de conférences qui est organisé par le partenariat de la Banque de France et de la FERDI en collaboration avec l'Agence française de développement. Et comme lors de notre première conférence sur le climat, eh bien, cette conférence prend la forme de 3 séminaires. Un premier aujourd'hui sur le rôle du secteur privé, un demain à 14 h mardi sur le rôle des banques publiques de développement, et le dernier mercredi, auquel vous êtes bien entendu tous conviés, sur le rôle des banques centrales. Avant de commencer le séminaire proprement dit, j'ai l'honneur de partager ce plateau avec Madame Benassi Kéré, sous-gouverneure de la Banque de France, Patrick Guillaumont, président de la FERDI, et enfin Thomas Bellogno, chef économiste de l'AFD. Tout de suite, je laisse la parole à Madame Benassi Kéré. Merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, ici présents et en ligne. C'est un grand honneur pour moi de ouvrir cette conférence que nous avons le plaisir d'accueillir ici au Lab de la Banque de France. Donc le Lab qui est donc le laboratoire d'idées qui va nous aider dans une bonne ambiance à trouver des idées innovantes. Le sujet de cette conférence, le rôle et l'impact des intermédiaires financiers privés dans la lutte contre le changement climatique en Afrique, est évidemment un sujet clé pour la Banque de France, notamment parce que la banque abrite le secrétariat du réseau mondial des banques centrales et superviseurs pour le verdissement du secteur financier, le NGFS. Cette conférence s'inscrit dans la continuité d'un premier rendez-vous organisé en 2021 qui avait permis de dresser un état des lieux des besoins et des vulnérabilités spécifiques du continent africain face au changement climatique. Et donc cette année, nous franchissons une nouvelle étape. Nous passons du quoi au comment. Comment les différents acteurs du secteur financier, les banques, assurances, fonds d'investissement, les agences de notation, peuvent concrètement contribuer à la lutte contre le changement climatique en Afrique. Ce combat est collectif. Il exige des référentiels communs, des langages partagés pour que les risques climatiques soient compris, mesurés et gérés de manière cohérente à l'échelle mondiale. Et c'est précisément l'ambition du NGFS. Le NGFS œuvre à construire un socle commun de connaissances et de bonnes pratiques pour que les banques centrales et les superviseurs puissent intégrer les enjeux climatiques et plus largement les enjeux liés à la nature dans la conduite de leur mandat. Nous devons donc collectivement mieux gérer les risques économiques et financiers posés par le changement climatique. Je veux mentionner que le NGFS, qui a été créé en 2017, compte aujourd'hui presque 150 membres, un bon nombre de membres de pays africains, banques centrales et superviseurs, et va être créé là dans les jours qui viennent un groupe régional Afrique. Et donc je vous engage à participer activement aux activités du groupe régional Afrique. Alors je souhaite ici remercier chaleureusement les membres africains donc du NGFS et donc précisément 27 juridictions africaines qui sont membres du NGFS, donc il y a encore de la marge de progression. Et sont également membres la BCAE et la COBAC. Donc en fait, on pourrait considérer qu'il y a plus de membres que ces 27 juridictions. Alors, cette mobilisation témoigne d'un fort engagement du continent et d'une volonté de contribuer activement au verdissement du système financier mondial. De même, les banques publiques de développement, réunies au sein de l'initiative Finance in Common, animée par l'Agence française de développement, jouent un rôle structurant pour orienter les flux financiers vers les trajectoires durables. Et sera l'objet, je crois, de la webinaire demain. Ces deux coalitions, NGFS et Finance in Common, illustrent la puissance de l'action collective fondée sur la coopération volontaire et la recherche de solutions concrètes. Alors la Banque de France, comme vous le savez, entretient depuis longtemps des partenariats étroits avec les banques centrales africaines à travers des programmes de coopération technique, des échanges d'expertise, et un dialogue régulier sur les enjeux monétaires, prudentiels et climatiques. Ces enjeux sont précieux et nous sommes fiers de les renforcer à travers cette conférence. Grâce à ces liens, nous savons aussi que les réalités africaines appellent des réponses spécifiques. Le continent est hautement vulnérable aux effets du changement climatique
et d'après les derniers scénarios de court terme du NGFS qui ont été publiés cette année, des catastrophes climatiques extrêmes mais plausibles pourraient coûter jusqu'à 12,5% du PIB africain à l'horizon de 3 à 5 ans, soit près du double que le coût pour les autres régions étudiées. Donc c'est de loin la région la plus vulnérable aux événements climatiques extrêmes. À plus long terme, les scénarios du NGFS montrent que le coût de l'inaction climatique est toujours plus élevé que celui de l'action. Et la transition est une réelle opportunité économique au niveau macroéconomique. Et donc à nous de transposer cette rentabilité macroéconomique évidente en une rentabilité microéconomique au niveau des institutions financières. Alors le continent est doté d'ajouts majeurs pour cette transition. Il a un potentiel exceptionnel en matière d'énergie renouvelable, une jeunesse dynamique et évidemment aussi une capacité d'innovation tout à fait intéressante. Donc la lutte contre le changement climatique ne peut être dissociée toutefois des objectifs de développement eux-mêmes. Elle doit être juste, inclusive et adaptée aux contextes locaux. Ça implique de reconnaître les responsabilités différenciées, les besoins d'adaptation qui sont souvent prioritaires et les contraintes financières qui pèsent sur de nombreux pays africains. C'est pourquoi le rôle des intermédiaires financiers privés est aussi crucial. Sans un développement financier robuste, il n'y a pas de finances durables. Et sans finances durables, il n'y a pas de transition climatique réussie. Alors nous observons actuellement des développements encourageants. En 2023, selon la Banque européenne d'investissement, les énergies renouvelables sont devenues le secteur recevant la plus grande part des investissements privés en Afrique, tandis que l'énergie conventionnelle n'a attiré que 4% des financements totaux. Donc c'est un bon début, mais les marges de progrès, évidemment, existent. Par exemple, le marché du crédit en Afrique reste encore peu profond. En moyenne, le crédit au secteur privé représente 36% du PIB en Afrique, mais avec des disparités très importantes. Seulement 11% du PIB en Afrique centrale, contre 21% en Afrique de l'Est et 65% dans le sud de l'Afrique. Les banques centrales et les superviseurs financiers peuvent accompagner ce développement bancaire, en veillant à la stabilité de l'environnement macroéconomique et financier et en fournissant un cadre propice au financement de la transition. Une bonne gestion des risques financiers par les banques, assureurs et autres institutions financières contribue non seulement à la stabilité financière, mais aussi à la stabilité climatique. Mais l'action des banques centrales et des superviseurs ne peut se substituer de manière évidente à l'action des acteurs privés, ni à celle des gouvernements qui demeure primordiale. La COP 30, qui débutera lundi prochain à Belém, au Brésil, sera une échéance importante pour accélérer la réduction des émissions mondiales, alors que les feuilles de route annoncées par les différents pays, les fameuses NDCs, ne permettraient pas, selon les experts, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Le financement de la transition dans les économies émergentes sera donc au cœur des discussions, avec notamment le Baku to Belém Roadmap, qui vise à mobiliser 1300 milliards de dollars pour les pays en développement, dont 1000 milliards provenant du secteur privé. Alors, les discussions aujourd'hui porteront justement sur les leviers d'action du secteur privé, des instruments innovants, les données, les normes ou encore les taxonomies climatiques. Ces sujets sont au cœur des transformations nécessaires pour aligner les flux financiers avec les objectifs climatiques de l'accord de Paris, dont nous célébrons en ce moment les 10 ans. Je suis convaincue que les échanges permettront de faire émerger des pistes concrètes, adaptées aux réalités de terrain. Et je vous remercie tous et tous pour votre présence et votre engagement. Je remercie bien sûr nos partenaires, la FERDI et l'AFD, pour leur précieuse collaboration dans l'organisation de cette conférence. Et je vous souhaite des discussions très riches et stimulantes. Merci. Merci à vous. Chère Agnès, Madame le gouverneur, cher Thomas, économiste en chef et directeur de le cœur de la réflexion à l'AFD, chers amis, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'ouvrir avec vous, pour la 5e fois, cette conférence en partenariat avec la Banque de France. C'est la manifestation d'une collaboration très étroite et maintenant ancienne
sur les questions de développement qui nous honorent et dont la FERDI est très reconnaissante à la Banque de France. C'est la manifestation, ces conférences qui ont lieu tous les 2 ans, et c'est la 5e parce que Agnès a évoqué la précédente qui portait sur le climat, mais je dirais un mot du fait qu'il y a une continuité dans toutes ces conférences. C'est la manifestation la plus visible de notre partenariat FERDI-Banque de France, qui se manifeste également par de nombreux séminaires et qui se double du côté de l'AFD d'une collaboration dans un autre cadre qui est celui du pôle clermontois de développement international, qui est une coopération très intense et très forte. Je vois les agents, le directeur de la recherche qui sourit, et je suis ravi de le voir ici. L'innovation est que cette année, pour cette 5e conférence, nous avons adopté la formule d'un webinaire qui se déroule sur 3 jours et non plus en présentiel. Sur une journée, ce qui en diminue le coût, mais qui en revanche peut faire perdre un peu d'interaction, mais je suis sûr qu'on va la trouver dans cette salle et à travers les ondes. Alors, puisque j'ai évoqué les précédentes conférences, permettez-moi juste de rappeler les thèmes pour montrer la continuité et la progression de notre coopération, où Bruno Cabriac, qui est maintenant directeur général de la FERDI et qui nous rejoindra demain, a joué évidemment un rôle essentiel. Et nous sommes ravis de l'avoir arraché à la Banque de France. On ne l'a pas arraché, il allait partir de toute façon, mais quand même. En 2017, le sujet c'était quelle réponse au choc de termes de l'échange dans les pays pauvres et vulnérables. On était déjà sur la question de la vulnérabilité économique et pas climatique. Ensuite, en 2019, politique de change et développement durable dans les pays à faible revenu. On a même parlé du rôle du taux de change dans les émissions de CO2. On y était. Et puis en 2021, comme Agnès Benassi l'a rappelé, plus spécifiquement, la conférence a porté sur le thème face au changement climatique, quel choix financier pour l'Afrique. Ensuite, on est passé sur un thème à la mode en 2023 sur la numérisation financière, outil de développement, mais de développement durable quand même pour l'Afrique. Alors, comme cela a été rappelé, il y a 4 ans, en 2019, on avait traité du rôle des institutions financières et de la politique de change. Et même un numéro spécial de la revue d'économie et de développement avait été tiré de cette conférence, à la suite de laquelle nous avions, Sylviane et moi et Florian Léon, été invités par la Banque centrale de Madagascar à venir animer un séminaire, c'était pas un séminaire, c'est un grand symposium pour le 50e anniversaire de la Banque centrale de Madagascar, sur ce thème précisément du rôle des banques centrales dans la réponse au changement climatique. Et puis cette coopération avec eux s'est poursuivie. Alors ce thème renvoie au 3e thème de notre webinaire, puisque c'est le 3e jour, mercredi, qu'il sera traité du rôle des banques centrales et des superviseurs sur le sujet. Ça sera le thème final. Les banques centrales, c'est quand même le chapeau de tout cela, dans la logique de ce programme. Permettez-moi de le signaler en passant, mis au point par des gens que ceci, par Luc Jacolin, Florian Léon, Jean-Baptiste Jacoton, qui doivent être spécifiquement remerciés de leur travail de préparation. Alors j'évoque le 3e webinaire, mais les 2 précédents seront celui d'aujourd'hui, dont il a été question dans le propos du sous-gouverneur, de la sous-gouverneure. Le rôle et l'impact des intermédiaires financiers privés dans la lutte contre le changement climatique, et donc je ne peux pas m'empêcher de noter que dans le panel de ce premier séminaire, la presque totalité des intervenants, à l'exception de la modératrice quand même, et du représentant de la Banque centrale du Maroc, sont tous liés à la FERDI. Mais ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient liés à la FERDI, mais leur éminente qualité personnelle a fait qu'ils se sont trouvés réunis à Limbaï, qui est un vieux compagnon de route du CERDI et de la FERDI. Merci d'être là. Aude Verriès qui est là également, et un compagnon plus récent qui est Thomas Hoss de l'OCDE. Voilà, donc nous nous sentons en famille, et je trouve que c'est bien que le hasard ait fait qu'ils se trouvent ici réunis
et je leur remercie. Mais dans cette petite liste, je ne voudrais pas oublier notre vieil ami, aussi senior fellow de la FERDI, Paul Desrumeaux, dont nous admirons le parcours et la clarté des vues, sa liberté d'expression dans un milieu très contraint. Merci Paul d'être là, vraiment, nous l'apprécions beaucoup. Quant à la seconde session, elle est consacrée au rôle des banques publiques de développement dans la mobilisation et l'allocation des financements, toujours dans la lutte contre le changement climatique. Il y sera notamment traité de la question de l'allocation des ressources, question brûlante pour l'allocation des fonds d'adaptation. Peut-elle, cette allocation, se faire, nous l'avions proposé il y a 10 ans à la conférence de Lima, aux assemblées annuelles. Ton prédécesseur était là, elle avait applaudi. Et on avait proposé d'allouer les fonds d'adaptation en fonction de la vulnérabilité physique au changement climatique. Nous venions à ce moment-là d'élaborer un indice de vulnérabilité physique au changement climatique. Et c'est un sujet, je me permets de le signaler, en présence de Thomas, qui fait actuellement de recherche commune entre la FERDI et l'AFD, ce dont on se réjouit. À vrai dire, la question de la vulnérabilité, qui est chère à la FERDI, comme vous le savez peut-être, sans doute, se trouve traverser le thème des 4 conférences précédentes, comme celle-ci, comme de celle-ci. Et s'agissant de l'allocation par les banques publiques de développement, elle déborde la question de la seule allocation des fonds d'adaptation et de la seule vulnérabilité au changement climatique. On a un problème général de traiter la vulnérabilité dans ses différentes dimensions, la vulnérabilité structurelle, dans ses différentes dimensions climatiques, économiques, première conférence sur les termes d'échange, et sociopolitiques. Et c'est notre combat, et Agnès évoquait le combat pour la lutte contre le changement climatique, mais notre combat à la FERDI, et peut-être plus général encore, c'est un combat contre les vulnérabilités. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, et qui seront là demain, après-demain, et à tous ceux qui, de près ou de loin, vont participer à ces échanges, et permettront ensuite de les approfondir. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais à mon tour remercier la Banque de France pour son accueil aujourd'hui et la FERDI. Patrick Guillemont en a dit un mot à l'instant, qui est un partenaire très important pour l'AFD, à la fois à travers sa présence à Clermont et puis les travaux qu'on peut mener ensemble sur les sujets de vulnérabilité. Donc je me réjouis du sujet qui a été retenu pour cette série de 3 webinaires et qui en effet montre que nous avons un problème. En réalité, nous en avons même plusieurs. Donc c'est pour cette raison que je crois que les webinaires qui s'en suivent vont être pertinents. Nous nous approchons de la COP30 dans une semaine et nous fêtons les 10 ans de l'accord de Paris. Si on revient un petit peu sur l'accord de Paris, notamment dans sa composante financière, comme vous le savez, un engagement avait été pris de consacrer 100 milliards par an venant des pays historiquement industrialisés vers les pays en développement pour, devant être qualifiés de finance climat. Le premier problème, comme vous le savez, c'est que ces 100 milliards avaient été définis parce qu'ils correspondaient à un compromis géopolitique au moment de la COP21, parce qu'ils étaient atteignables. On était un peu plus de 50 milliards de finances climat, ça avait été l'estimation de l'OCDE en 2015, et donc 100 milliards paraissait être une perspective crédible. Pour autant, à aucun moment, l'accord de Paris ne disait que ces 100 milliards garantissaient que le réchauffement climatique serait limité à 1,5 à 2 degrés. Donc on avait d'une part un agenda financier crédible volumétriquement, mais qui ne correspondait pas à une autre réalité scientifique qui est l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère et donc la nécessité de capter autant qu'on aimait pour stabiliser le climat et, disons, enrayer cette hausse du changement climatique à 2 degrés. Donc dès le départ, on savait que la période 2020-2025, la période des 100 milliards, ne serait pas suffisante. D'où les objectifs jumeaux qui ont été fixés à la précédente COP, de monter à 300 milliards de finances climat correspondant au périmètre des 100 milliards, mais aussi une deuxième cible dont le périmètre, à vrai dire, reste encore à définir, de 1300 milliards, qui cette fois-ci, se dit-on, pourrait, en tout cas volumétriquement, être plus crédible ou adapté au maintien d'une planète sous les 2 degrés, je ne sais pas, mais en tout cas sous un niveau acceptable et absorbable de réchauffement. Donc d'emblée, on savait qu'en matière de finance climat, il y avait
un sujet de volume insuffisant pour la finance verte ou la finance climat. Deuxième chose, l'accord de Paris parlait de réduire les flux qui, eux, contribuent au réchauffement climatique, donc les flux en négatif. Là encore, nous avons besoin sans doute de mieux définir ce qu'ils sont. Et on voit bien que la géopolitique d'aujourd'hui n'est plus tout à fait la même que la géopolitique d'il y a 10 ans. Ce sera plus difficile de maintenir à un niveau plus bas les flux négatifs. Troisième aspect, et là aussi qui fait émerger une forme de problème, la sous-gouverneure, et merci à Agnès Benassi-Kéré d'être venue aujourd'hui, l'univers de la gestion des risques, là aussi a besoin d'intégrer davantage les risques climatiques, que ce soit des risques physiques, que ce soit des risques de transition, des risques d'actifs échoués. Donc on avait une série de problèmes non résolus, ou en tout cas seulement partiellement résolus au moment de la COP21, d'où l'enjeu de réussir la COP30 et peut-être celles qui viendront pour mettre en cohérence, je dirais, des enjeux de réalité physique, de concentration du carbone à maîtriser et d'autre part d'enjeux financiers à aligner sur cette trajectoire physique. Et on voit monter une forme de négationnisme négationnisme scientifique sur les réalités physiques du changement climatique, mais les discours politiques des uns et des autres ne changent rien aux problématiques de concentration de CO2 dans l'atmosphère, j'en ai bien peur, et donc les réalités politiques des uns et des autres ne résoudront pas le problème. En revanche, la finance est certainement un des éléments de l'équation. Deuxième élément qui me semble important dans les problèmes à résoudre, on voit monter une forme de tension géopolitique plus forte entre le Nord et le Sud sur les sujets climatiques. Probablement à cause d'une série de malentendus sur lesquels je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais que je vais quand même mentionner. Quand on parle de finance climat, en réalité, on mélange des problématiques de financement de l'atténuation du changement climatique, très important, évidemment. C'est ça qui va déterminer la réalité physique de l'ampleur du réchauffement. Et là, évidemment, sur cette problématique-là, se pose la question du partage, du fardeau, de la charge, qui probablement doit être proportionnelle aux émissions. Et deuxième problématique, qui est celle de l'adaptation, qui là va frapper de manière assez différenciée selon que vous êtes un pays froid, un pays chaud, un pays aride, un pays plus humide, donc en fonction de critères ou un pays exposé aux catastrophes. Là, les enjeux de vulnérabilité seront au premier plan. Probablement, il faudrait parfois évacuer le terme de climat de nos esprits et regarder plus précisément la finance atténuation pour maîtriser le changement climatique d'une part, et deux, la finance adaptative pour maîtriser les conséquences du changement climatique. C'est ce qu'on s'efforce de faire à l'AFD, vous le savez peut-être, on est un des acteurs importants de la finance climat, un peu plus de 6 milliards par an. Donc sur les 100 milliards actuels, l'AFD en représente 6% et on en est très fiers. Mais la réalité est qu'on parle de choses assez différentes quand on est dans le domaine de l'atténuation ou de l'adaptation. Il y a aussi des discours importants dans les pays en développement, mais là aussi sur lesquels j'invite à porter un esprit critique sur est-ce qu'il y a un conflit entre le climat et le développement. En fait, quand on formule le problème en termes de climat, probablement on se perd et on crée une forme de brouillard. Dans le domaine de l'atténuation, très souvent l'atténuation, c'est financer de l'accès à l'énergie qui doit être décarboné. Mais il n'y a pas le climat d'un côté et l'énergie de l'autre. En réalité, on peut financer tout à fait de l'accès à l'énergie, y compris à des tarifs bas et accessibles, qui soient par ailleurs décarbonés ou faiblement carbonés. Et dans le domaine de l'adaptation, je ne sais pas bien ce qu'est du développement rural qui ne serait pas adapté aux conditions climatiques actuelles et réelles. Évidemment, tout investissement doit être adapté aux conditions réelles telles qu'on les observe. Donc en fait, dans les deux cas, que ce soit l'atténuation ou l'adaptation, moi je ne vois pas de contradiction forte. En revanche, il y a évidemment des enjeux géopolitiques qui payent, qui reçoivent, en fonction de quels critères qu'il me semble très important de traiter. Dernier élément, la conférence, immédiatement d'ailleurs après cette introduction, parlera d'enjeux de financement privé. Je citais les objectifs jumeaux issus de la COP de Bakou, donc 300 milliards de financement plutôt d'origine publique et privée mobilisés par le public, et 1300 milliards sur un ensemble plus vaste, pouvant être de la finance privée qui s'inscrit dans un cadre amélioré par exemple par des États, pouvant être aussi, pourquoi pas un jour, des crédits carbone, même si le cadre n'est pas aujourd'hui stabilisé. Mais on voit bien l'ampleur du financement privé à mobiliser en plus du financement privé à mobiliser en plus du financement public, pour arriver sur des volumes qui sont crédibles par rapport à l'ampleur du problème. Et de ce point de vue, peut-être mon dernier message sera, oui, travaillons davantage sur le cadre qui peut accueillir les financements privés. C'est quelque chose que ne fait pas très bien aujourd'hui l'aide publique au développement dans sa métrique. Un petit peu mieux la finance climat, encore que nous avons, nous, institutions, banques de développement, peu d'incitatifs à mobiliser du financement privé qui n'est pas comptabilisé ni dans la finance climat, ni dans l'aide publique au développement. C'est en ça qu'on n'a peut-être pas encore aujourd'hui suffisamment tiré les conséquences de cet enjeu climatique sur les règles, les objectifs, les cibles financières qui sont affectées aux banques de développement, qu'elles soient d'ailleurs issues de pays de l'OCDE comme l'AFD ou de pays en développement. Donc moi j'invite aussi dans ces jours qui s'ouvrent à réfléchir au cadre même, aux règles financières qui peuvent guider l'action des institutions
qui ont la capacité de faire des effets leviers. Et en ça, nous mobilisons beaucoup de financements privés. La plupart, aujourd'hui, des financements privés mobilisés, c'est tout simplement la Banque mondiale, l'AFD ou d'autres qui émettent de l'argent sur les marchés et qui peuvent les amener vers des pays en développement. Ça, c'est une mécanique qui mobilise des milliards par an. C'est moins vrai à l'échelle des projets. Pour autant, on sait que les règles du financement du développement, les règles de l'APD ne prennent pas bien en compte la mobilisation de l'argent privé. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer. Voilà. Donc sans faire par avance les 3 webinaires qui vont se dérouler ces prochains jours, je voulais à mon tour donc remercier nos partenaires et tous les organisateurs et vous souhaiter d'excellents débats. Je salue tout le public qui nous suit en ligne et un remerciement peut-être particulier pour les collègues qui sont venus notamment du continent africain, qui sont venus de loin et qui apportent leur contribution aujourd'hui. On y est évidemment très sensible. Voilà. Donc très bon débat à toutes et à tous. Je vais les suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais être la modératrice de ce premier webinaire. Je suis ravie de rejoindre la maison Ferdi, mais je suis pas loin, je suis de l'AFD, et de Proparco plus particulièrement, d'où ma présence ici aujourd'hui pour traiter du secteur privé en particulier. Et donc j'appelle nos invités qui nous ont fait l'honneur de venir débattre pendant près d'1 heure et demie avec nous. Donc d'abord, oui, je vais appeler Monsieur Ali Mbaye. Vous pouvez venir vous installer. Oui, très bien, super. Donc, Ali est recteur de l'université UCAD, Cheikh Anta Diop à Dakar. Donc, ravi de vous avoir avec nous. Il va apporter une perspective africaine et sénégalaise en particulier. Ensuite, j'appelle Aude Verriès. Bonjour Aude. Aude est directrice du Green and Sustainable Hub à la CNP, donc elle est là en tant que représentante d'un investisseur institutionnel. Ensuite, Thomas de l'OCDE et du TOSDI, on va en parler davantage, ça rejoint le dernier point qui a été évoqué par Thomas sur la comptabilisation. Donc Thomas Hoss est analyste principal au secrétariat du TOSDI, le Total Official Support for Sustainable Development. Et enfin, donc nous avons également en ligne Monsieur Nabil Badr, qui est adjoint au directeur de la supervision de Banque Al Maghreb, donc Banque centrale du Maroc, qui est en ligne. Bonjour et ravi de te voir à l'écran. Et puis donc nous avons Aude, Thomas, Ali et Nabil. Donc ravi de vous avoir ici. Et puis pas le moindre, nous allons accueillir Paul Desremaux, qui a été président de la BOA, donc du groupe Bank of Africa, qui va nous faire les propos d'introduction. Et je suis ravie de vous avoir au pupitre. Je vous en prie. Merci. Bonjour à tous. Merci à la présidente et au président du forum pour leur introduction. Merci, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, de votre présence. Je voudrais remercier tous les organisateurs pour cette invitation. Et c'est pour moi, bien sûr, un honneur de faire cette adresse liminaire. C'est aussi un plaisir de retrouver plusieurs amis, en particulier Patrick et Sylviane Guillaumont, dont j'ai si souvent croisé la route en Afrique, et Yuba Sokona, dont l'expertise des présents sujets m'a apporté en quelques semaines de précieuses informations. Mais cette invitation est aussi un double challenge. Je suis un banquier commercial et un économiste, pas un spécialiste de la finance climatique. Et je suis surtout un acteur de terrain qui vit et entreprend depuis plus de 40 ans en Afrique, et notamment au Mali depuis 2006. Ces particularités inspireront bien sûr mes propos. Je rejoindrai par certains aspects des approches des deux intervenants, Patrick Guillaumont et Monsieur Melonio, mais peut-être avec des conclusions différentes. Mais j'espère qu'il y aura quelques idées utiles pour vos travaux. J'évoquerai d'abord 5 éléments du contexte qui frappent un observateur peu familier de vos réflexions habituelles, avant de revenir sur 3 exemples qui me semblent instructifs.
Premier élément, c'est que l'Afrique présente par rapport au reste du monde un poids économique qui est près de 4 fois inférieur à celui de sa superficie et de sa population. Donc 2 conséquences. D'abord, le continent et ses habitants subissent le réchauffement climatique mondial qu'ils n'y contribuent. En même temps, la correction de ce retard économique est obligatoirement un objectif prioritaire pour les dirigeants de ces pays et un besoin ardent de leurs citoyens dans un monde qui est devenu transparent. Donc, les politiques climatiques et de développement ont à être intégrées pour réussir l'une et l'autre. En second lieu, le continent africain ne peut non plus être considéré comme un bloc indivisible, où tous les problèmes et toutes les solutions sont interchangeables. Ces pays diffèrent profondément par de nombreux critères, notamment en zone subsaharienne. Ici encore, donc, l'équité comme l'efficacité justifient d'accepter que beaucoup de sujets aient des stratégies nationales qui tiennent compte des données locales. Un troisième constat est l'écart considérable, globalement et pour chaque nation, entre les besoins annoncés et les montants des programmes financés, ce qui explique les tensions à chaque COP annuelle. Ça a été évoqué, mais on peut le voir de plusieurs manières. On estimait en 2022 les financements pourtant en nette croissance à seulement 22% des besoins qui étaient exprimés. Et les financements disponibles pour l'avenir risquent encore d'ailleurs de s'amenuiser, vu le scepticisme climatique du nouveau président américain ou la chute de l'aide publique au développement. Il semble donc crucial, même si les chiffres demandés par les scientifiques sont de plus en plus importants, de parvenir à plus de réalisme dans cette confrontation des chiffres. Un quatrième constat est celui de la prédominance des investissements d'atténuation sur ceux d'adaptation. Il est étonnant que malgré les retards économiques observés en Afrique, les investissements d'adaptation ne soient pas majoritaires. Les insuffisances des classifications expliquent peut-être en partie cette surprise. Pour reprendre les détails formulés par M. Meloniu, avec lesquels je ne suis pas très coutumier, les investissements d'atténuation comme d'adaptation, si je comprends bien, sont pour moi des investissements de contre-offensive, de réaction, de contre-offensive. Peut-être faut-il des investissements d'offensive, peut-être on aura le temps d'en parler tout à l'heure dans mes exemples. Enfin, le secteur bancaire africain apparaît jusqu'ici un des grands absents des circuits de financement. Les flux de capitaux de beaucoup d'institutions publiques, internationales et bilatérales, et ceux des institutions africaines comme la BOAD et la BAD, ont nettement augmenté, appuyés sur des instruments financiers mieux adaptés. Les banques commerciales africaines restent cantonnées à très peu par rapport au total, à peu près 7% d'après ce que j'ai vu en 2022. Mais les données pourraient changer. En effet, la plupart des systèmes bancaires africains, subsahariens, plutôt qu'africains, ont moins de 50 ans. Ils sont bâtis selon des principes qui sont entièrement nouveaux et qui étaient auparavant inenvisageables, aussi bien pour leur actionnariat que pour leur méthode de travail ou leur public. Aujourd'hui, alors qu'ils sont devenus puissants et très rentables, ils rivalisent sur le continent avec les banques internationales qui se sont d'ailleurs repliées pour la plupart. Ils offrent donc un double intérêt. Ils sont un exemple concret des réussites d'une politique de rupture et leurs ambitions peuvent aussi en faire un instrument significatif de certains financements futurs pour le climat. Pour souligner les évolutions en cours ou possibles, j'évoquerai 3 exemples. Celui de l'accès à l'énergie électrique, celui de l'agriculture, celui des opportunités offertes par des crises. La question de l'énergie électrique est un sujet central pour le climat à cause de son influence sur les émissions de CO2, mais elle est au moins autant pour le développement, à cause du retard massif de l'Afrique sur ce plan. Il y avait des obstacles nombreux et lourds, techniques comme financiers, à ces retards, mais la bonne nouvelle, c'est que des réponses sont progressivement apportées à certains handicaps. D'abord, il y a un préalable qui s'est levé,
c'est que les institutions publiques peuvent aujourd'hui apporter une aide technique aux négociations des nations africaines avec les grands opérateurs du secteur. La BAD a été pionnière en la matière, mais ceci peut être développé. En second lieu, les réalisations ou les lancements de grands investissements dans les énergies renouvelables semblent s'accélérer. J'avais pris quelques exemples, ils ont été cités tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais parlons quand même de l'achèvement du barrage géant de la Renaissance en Éthiopie, qui peut aussi montrer la capacité de réussite avec des financements nationaux en bonne partie. Il y a certains secteurs, certains pays qui continuent à investir dans les énergies fossiles, mais cette position ne peut surprendre. Le Mozambique, important producteur de pétrole et de gaz, ne peut suivre le même cheminement que l'Éthiopie. Le défi réside ici à obtenir une décarbonation optimale à terme, malgré des cheminements différents suivis par les pays. À ce même niveau global, citons une autre nouveauté qui réside dans l'engagement de programmes stratégiques grâce à des formules de financement originales. Ainsi, les obligations vertes émises par la BOAD dès 2021 pour investir notamment dans les énergies renouvelables, ou les récentes titrisations de créances pour les programmes de l'électricité pour tous en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En troisième lieu, l'énergie solaire vient briser des contraintes auparavant immuables. Sa production a en effet l'avantage exceptionnel d'être extrêmement divisible, allant de la grande centrale au panneau individuel. De plus, les progrès techniques et la concurrence ont aujourd'hui réduit les coûts de ces équipements. Il en découle trois conséquences. D'abord, les centrales solaires de grande taille sont maintenant très compétitives. Ensuite, la technique de l'off-grid, spécialement appropriée aux besoins ruraux, qui sont souvent laissés de côté, gagne en puissance. On pourrait citer ici le projet Hardest to Reach du fonds Acumen, qui vise l'accès à l'énergie propre pour 70 millions de personnes dans 17 pays. Enfin, le solaire intéresse aussi de plus en plus les consommateurs urbains. Une étude récente du think tank Ember montre l'importance et la généralité de ces importations d'équipements pour des installations individuelles urbaines et donc la facilité à les financer. Pour l'agriculture, les bonnes synergies entre la protection contre le dérèglement climatique et les politiques de développement agricole devraient pouvoir prendre en compte l'accroissement des productions pour les consommations locales. Même si ces liens sont parfois difficiles à établir, des pistes sont en train de s'ouvrir. L'une d'elles réside dans la mise en place de grands programmes nationaux combinant un éventail d'objectifs. La convention qui vient d'être signée entre la Côte d'Ivoire et la Standard Chartered Bank en est une illustration encore rare sur le continent. Elle respecte le cadre Sustainability Linked Finance, elle représente 500 millions de dollars et elle s'insère dans les initiatives déjà menées en ce sens par la BAD et la BOAD pour avoir des ressources propres accrues afin de multiplier les programmes de développement durable. On peut citer d'un autre côté des initiatives plus bottom-up ciblées sur l'irrigation, qui constitue à mon avis un deuxième vecteur pertinent. Les surfaces irriguées ne représentent qu'une part très minime des surfaces cultivées, alors qu'il y a un potentiel hydrique beaucoup plus élevé. La hausse de ce pourcentage accroîtrait les volumes produits, la productivité, ralentirait les pratiques de déforestation et pourrait freiner l'exode rural. Ici, la diversité des cibles possibles et la modestie de certains investissements individuels laissent aussi la place à de nouveaux mixages ouverts à beaucoup d'institutions, y compris les banques locales. Financement bancaire sécurisé et refinançable par des institutions de développement, élargissement de l'utilisation des obligations vertes, coopération avec les investisseurs institutionnels nationaux, appui sur des communautés villageoises. Des espoirs se lèvent aussi dans des coopérations intra-africaines, ainsi l'installation prévue au Sénégal de Kickstart, fabricant kényan d'équipements d'irrigation à bas coût. Enfin, il est encourageant de voir que les crises elles-mêmes offrent des opportunités exceptionnelles. C'est le cas du Mali. À partir de fin 2023, l'énergie du Mali, société d'État au monopole de distribution d'électricité,
affrontent des problèmes financiers aigus, avec des coupures drastiques de courant sur tout le territoire. Une nouvelle solution va prendre alors un essor remarquable, un essor impressionnant auprès des ménages et des petites entreprises, au moins à Bamako, celle des équipements solaires autonomes. 3 principaux facteurs expliquent ce succès: baisse des prix de fabrication, volonté des citoyens de sortir d'une situation très dégradée, dynamisme des professionnels du secteur. Les installations vont des plus sommaires, un kit capable de recharger un téléphone et d'alimenter une lampe, c'est celui de mon gardien, aux plus sophistiqués, alimentation électrique intégrale d'une grande villa, climatisation incluse, c'est le mien. Il est remarquable que ces solutions se sont déployées jusqu'ici quasiment par autofinancement. Ce constat rappelle d'ailleurs une règle souvent oubliée. La présence de bons systèmes financiers ne suffit pas pour faire naître et promouvoir des mutations. Elle est seulement une condition nécessaire pour que ces mutations ensuite se réalisent à plus grande échelle. Ce peut être le cas ici grâce à l'effet multiplicateur de prêts bancaires à moyen terme, bien sécurisés, éligibles aux lignes de garantie désormais eau courante. Ce pourrait être aussi, comme pour les prêts à l'habitat, le refinancement par une structure ad hoc, comme la CRRH dans l'UMOA, et peut-être le bénéfice de ratios réglementaires plus favorables pour leur pondération dans les encours totaux, comme aussi les prêts à l'habitat. Si ces tendances sont encouragées, ces scénarios vertueux pourraient s'étendre à d'autres périmètres, comme celui de la mobilité urbaine. Les ménages dont les installations solaires dégagent un surplus de production rechargeraient alors à domicile leurs motos ou voitures électriques, suscitant rapidement la création de sociétés commerciales spécialisées. Ce n'est pas un rêve, c'est ce qui s'engage à Nairobi, Abidjan ou Dakar. Ces exemples sont des signes d'espoir. Ils ne remettent pas en question toutes les difficultés qui persistent, ni la multiplicité des sujets qui composent ce combat pour la préservation du climat, mais ils donnent la preuve que des succès sont possibles et mettent en valeur 3 principes d'action qui me paraissent essentiels: le réalisme dans l'expression des besoins et la formulation des engagements, la détermination de tous les acteurs concernés par chaque programme à réaliser, et l'imagination inspirée par le terrain et par l'efficacité, qui doit être un guide constant et majeur des initiatives. Je vous remercie. Merci Monsieur Desromaux. Merci infiniment. Alors nous allons procéder au panel. Je souhaitais indiquer aux participants qu'une session sur les questions-réponses sera animée à la toute fin du panel. Donc voilà pour le déroulé de ce panel. Je voulais, sur les propos qui ont été soulignés par l'ensemble des intervenants d'abord, je voulais rebondir peut-être aussi sur un sujet, je pense, qui sera surtout abordé par Ali, sur les propos récents dans sa note de Bill Gates. Comme quoi c'est un débat qui anime aussi, en tout cas qui vient aussi de l'outre-Atlantique, sur faut-il que les Nations Unies se concentrent plutôt sur un agenda des urgences, de développement peut-être, et moins sur l'action climatique. Donc voilà, c'était pour souligner que c'est un élément qu'on va aussi adresser avec Thomas sur climat, adaptation, atténuation, financement du développement. C'est des notions qui sont assez peut-être très claires pour certains, mais pas pour tous. Lorsqu'on parle du rôle et du secteur et de l'impact du système financier privé, donc il y a tout d'abord la diversité des acteurs, la diversité des mandats des acteurs, la diversité des contextes africains, comme vous l'avez tous souligné, mais également comment mesurer l'impact, qui définit l'impact, et le rôle bien entendu.
Donc pour commencer, en fait, je pense Thomas va nous donner un peu de perspective sur un peu de hauteur sur tous ces sujets. Tu pourras, je pense, introduire ce que vous faites au TOSDI et peut-être apporter un peu de clarté dans dans tous ces éléments de comptabilisation notamment et tout cet écosystème. Merci Thomas. Non, merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais remercier aux organisateurs pour cette invitation. C'est un grand honneur d'être ici avec vous. En fait, j'ai une petite présentation pour soutenir mon intervention que je ne vois pas pour l'instant, mais peut-être Elle arrive bientôt. Elle arrive bientôt. Donc, tu peux introduire le TOSDI. Ah, elle est là. Voilà, elle est là. Super, merci. D'accord. Peut-être une petite commande, merci. Super, elle est là. On en parlait. Donc, en fait, je vais faire une petite présentation sur le soutien public au développement durable, quelques défis et les opportunités. C'est en fait abrévié en anglais comme TOSSD. C'est une norme statistique internationale qui fournit une image complète de toutes les ressources officielles ou publiques destinées aux pays en développement pour leur développement durable. Et il y a en fait trois composants clés de TOSDI. Le premier, c'est pilier 1, qui inclut les flux transfrontaliers des ressources aux pays en développement. Le deuxième, c'est pilier 2, qui inclut les dépenses globales et régionales. Et il y a aussi un composant sur le financement privé qui est mobilisé par les acteurs publics. Comme ça, TOSSD inclut, si vous voulez, tous les bailleurs de fonds pour le développement durable, tous les instruments utilisés par les acteurs publics et tous les cadres et tous les accords de financement comme la finance bilatérale, multilatérale, coopération sud-sud ou triangulaire, la finance islamique concessionnelle, non concessionnelle. Et j'aimerais aussi clarifier que les flux APD, aide publique au développement, sont inclus dans TOSSD également. TOSSD est gouverné par le Forum international sur le TOSSD. On organise une fois une assemblée générale avec tous ceux qui notifient les données au TOSSD. On en a environ 130 pays et organisations internationales. Le forum est après dirigé par le groupe de pilotage qui inclut, grâce à son inclusivité, non seulement les fournisseurs traditionnels, mais aussi les pays receveurs ou les pays qui sont les fournisseurs et receveurs en même temps. Et il y a aussi des organisations internationales qui sont membres du forum. Le travail technique, statistique, si vous voulez, se passe dans le groupe statistique. Et évidemment, il y a un secrétariat hébergé par l'OCDE. Comme j'ai déjà dit, il y a environ 130 pays et institutions qui fournissent les données. Et j'aimerais juste clarifier qu'on parle de données au niveau de chaque projet, de chaque activité. Donc maintenant on parle par exemple d'un million d'activités qui sont après accessibles en ligne, tout le monde peut les utiliser. Ces notifiés incluent environ 60 pays aux fournisseurs bilatérales et il y a aussi beaucoup d'organisations internationales qui nous notifient les données et environ 35 pays et organisations multilatérales notifient aussi sur la finance mobilisée auprès du secteur public. Et en fait, tout ce qui est inclus dans TOSSD, c'est la finance pour le développement durable. Donc, on regarde chaque activité et chaque activité doit être notifiée sur la cible des ODD à laquelle chaque activité contribue. Et aussi, on collecte et publie les informations sur les garanties environnementales et sociales pour encore clarifier le statut développemental.
Et évidemment, la définition de développement durable est alignée avec la définition des Nations Unies, et comme ça, CECSD soutient les processus au niveau des Nations Unies. On a regardé les données un tout petit peu plus en détail pour aider à contextualiser notre discussion aujourd'hui et peut-être aussi celle demain ou après-demain. Et on a trouvé que pendant la période 2021-2023, par an, les fournisseurs ont engagé, pas nécessairement versé, mais engagé environ 562 milliards pour le développement durable, dont 27% était pour l'Afrique, la totalité du continent. Environ 31 milliards étaient engagés pour le secteur comme soutien au secteur privé en Afrique. Vous pouvez penser en prêts non concessionnels ou les prises de participation et d'autres instruments. Et seulement 9 milliards étaient engagés pour soutenir le secteur privé dans le contexte du changement climatique. Donc vous voyez, c'est environ 2% de la totalité de TOSDI. Et ce que vous pouvez aussi voir, c'est que la partie privée mobilisée est assez importante dans le contexte du TOSDI au secteur privé africain pour le climat ou pour le climat et ailleurs. Et les pays qui sont destinataires de ces fonds en Afrique, c'est pour commencer Afrique du Sud et après quelques autres pays, en particulier en Afrique du Nord. Donc ce sont des pays qui ont déjà des marchés existants ou des marchés en croissance. Peut-être je m'arrête là, mais je voudrais mentionner que parler de ces chiffres, montrer des graphiques, c'est une chose, mais il y a toujours beaucoup de travail à faire avec les définitions qui nous permettent de mesurer. Peut-être on surestime, peut-être on sous-estime. Parfois, il faut qu'on mélange beaucoup de choses pour arriver à de telles analyses, mais je suppose qu'on pourra aborder ce sujet peut-être plus tard dans la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas d'abord d'avoir donné cette mise en perspective, de voir zoomer aussi à travers plusieurs angles. Et effectivement, ça sera, je pense, des sujets qu'on va aborder en deuxième partie du débat. Et pour repartir sur du coup une perspective cette fois-ci africaine et sénégalaise, j'invite Ali à nous exposer tous les travaux sur lesquels il a déjà travaillé et qu'il a menés sur le sujet. Merci Ali. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cette conférence, la Banque de France, l'Agence française de développement et la FERDI, de m'avoir associé à cette importante conversation. Alors, pour essayer de mieux répondre à votre question et également à la problématique de la conférence, je vais essayer de présenter quelques faits stylisés dans un premier temps et dans un deuxième temps d'essayer d'en tirer les implications en matière de financement climatique. Le premier fait stylisé, je crois que c'est apparu dans l'intervention de Patrick, mais également de Thomas et aussi de keynote speakers, la faible contribution de l'Afrique aux émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions sont estimées à 3,8% du total mondial, alors que le continent, c'est quand même 17% de la population mondiale. Donc tout le monde peut voir le contraste. Mais le contraste ne s'arrête pas là. Le continent est caractérisé par IPCC de hotspot climatique. Ça veut dire que les effets du climat, malgré la faible contribution, sont inversement proportionnels. Donc c'est plus élevé au niveau africain qu'au niveau global. On estime que le réchauffement est 50% plus rapide en Afrique que par rapport à la moyenne mondiale. Je crois que ça, c'est un fait stylisé extrêmement important. La deuxième chose que je voulais dire en termes de fait stylisé, c'est la très forte concentration des émissions sur certains secteurs.
Le premier, c'est le secteur de l'énergie, l'électricité, le transport, l'industrie, même si l'activité manufacturière est très faible en Afrique. Ces secteurs contribuent pour 73% des émissions. Et suivi de l'agriculture et de l'élevage, 18%, et la foresterie, et 12%. Dans ces domaines-là, tout le monde sait qu'avec notamment la déforestation, il y a une libération de CO2, et ça, c'est essentiellement tiré par la pauvreté. Et ça, c'est le deuxième fait stylisé. Le troisième fait stylisé, je crois que ça aussi s'est apparu dans beaucoup d'interventions qui ont précédé la mienne, c'est les niveaux faibles de financement. Et aussi bien pour l'atténuation que pour l'adaptation, le cumul en 2022 tourne autour de 43,7 milliards de dollars, ce qui est très faible. D'abord, comparé aux besoins du continent africain, et en termes de financement climatique, estimé juste à 23% de ses besoins à l'horizon 2030, mais aussi assez fortement tiré par les financements publics. Les financements privés ne font que 18%. Alors, les mécanismes de financement, ça aussi c'est un autre fait stylisé, sont assez identiques à ce qu'on observe pour le développement, pour le financement et le développement en général. C'est des subventions pour 13 milliards en 2024, c'est des dettes concessionnelles pour 13,5 milliards en 2024, c'est des dettes autour de marché, 10 milliards de dollars, et les autres sources cumulées font moins de 5 milliards. Donc c'est assez similaire à ce qu'on observe pour le financement et le développement en général, alors que on devait ici parler de financements plus dédiés. Les bailleurs, ils sont pas très nombreux. On compte l'Agence française de développement, le Fonds vert climat, la Banque africaine de développement. Et les mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes de financement innovants, comme les obligations vertes, les échanges d'aide climat, le marché carbone en Afrique, les assurances climatiques. Donc ces mécanismes restent encore très marginaux. Autre fait stylisé, je crois que je vais m'arrêter là au niveau des faits stylisés, il y a les fortes disparités qu'on observe au niveau régional. 10 pays reçoivent plus de 50% du financement total au titre du climat. Et les 30 pays qui en reçoivent le moins reçoivent que 10% du total. Et si on regarde également en termes de, si on parle toujours en termes de concentration, 3 pays, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, concentrent à eux seuls 76% des financements. Alors, quelles sont les implications à tirer de ces faits stylisés? Première implication, c'est quelque chose qui a trait à la justice climatique. Les montants considérés sont très, très, très faibles, parce qu'on parle de total de moins de 50 milliards. Alors que rien que les estimations qui sont faites à travers le modèle DIVA en particulier, évaluent les besoins d'adaptation à l'élévation au niveau de la mer. Ces besoins d'investissement ne prennent pas en compte les charges récurrentes, font état de 300 milliards. Alors que là, on est vraiment à un niveau très inférieur à 50 milliards. Donc, les financements pour le climat sont extrêmement faibles. Et ensuite, les financements sont asymétriques. Ils sont plus orientés vers l'atténuation que vers l'adaptation. On a parlé de fonds d'adaptation au niveau de la dernière COP, et je ne parle pas d'engagement, mais les montants mobilisés à ce jour sont inférieurs à 1 milliard de dollars. Je crois que ça, c'est extrêmement faible. Et ensuite, les canaux, comme on a dit tantôt, les canaux de mobilisation de ces financements sont les canaux standards, c'est-à-dire les canaux de financement et de développement. Alors que tout le monde sait que le financement et le développement, c'est très complexe. Ça fait appel à beaucoup de critères, hein, les capacités à rembourser des États, beaucoup de choses. Alors quand même, le financement climatique devrait faire appel à des fonds plus dédiés. Parce que c'est des faits qui sont provoqués essentiellement par d'autres que le continent africain. Mais vous voyez, c'est financé à travers des subventions, à travers des prêts concessionnels, à travers des circuits tout à fait identiques à ce qu'on a pour le financement standard du développement. Et ça, c'est un très gros problème. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais terminer, c'est qu'il y a une nécessité de mise à l'échelle de ces financements. Parce que les pays africains, toutes choses étant égales par ailleurs, même s'il n'y avait pas le problème du climat, font face à d'énormes problèmes pour accéder au financement. Si je prends le cas de mon pays, le FMI a réévalué sa dette récemment à 132% du PIB.
Vous voyez, le pays fonctionne à peine. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut fonctionner dans un horizon court si la dette n'est pas restructurée. Mais parler de restructuration de la dette amènera également d'autres sujets plus compliqués. Tout le monde connaît la géopolitique de la dette. Je ne vais pas trop aborder ces questions-là à ce niveau. Mais le financement climatique, comme je l'ai dit tantôt, ça devrait être autre chose. Parce que pour l'adaptation, c'est juste permettre au pays d'arriver au niveau avant changement climatique ou bien sans changement climatique. Vous voyez? Et malheureusement, les ressources qu'on est en train d'avoir sont en train de cannibaliser les autres ressources qui étaient juste pour but de financer le développement. Je crois que on a besoin de mettre à l'échelle les financements pour le climat, mais également pour régler les autres problèmes de développement, l'accès à l'énergie, les besoins d'investissement et bien d'autres choses sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Merci beaucoup. Merci Ali, effectivement, difficile de parler de changement climatique, de finances sans débat sur la justice climatique et sur la répartition des responsabilités. Et pour parler responsabilité, je m'adresse à un banquier central, ici aussi des banquiers centraux. Finalement, en fait, je souhaitais d'abord redonner un peu de perspective sur la manière dont en tout cas la finance et le climat sont accélérés à partir de 2015 par un banquier central à l'époque, aujourd'hui au Canada, Monsieur Carney. On a eu beaucoup d'exergues qui a été mis sur la stabilité des systèmes financiers, donc qui est un des mandats, le mandat commun à toutes les banques centrales et aux régulateurs. Et après, par contre, comme l'a indiqué Thomas, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de confusion entre gestion des risques et fléchage des investissements. Donc, en fait, on aimerait bien tous avoir votre perspective de la part de banquier central. Je pense que vous avez été dans la partie réglementaire, dans la partie aussi de supervision actuellement, sur un peu ces deux rôles ou pas, selon les mandats de chaque banque centrale et le cas particulier du Maroc. Merci Nabil. Alors là, je vous remercie et je me réjouis de participer à ce panel aux côtés d'éminents panélistes. Et je tiens à remercier la Banque de France, Ferdi et l'AFD pour cette initiative d'organiser cette session qui a pour objectif de renforcer les efforts de la communauté internationale en matière de gestion, ainsi que les opportunités et les risques financiers liés au changement climatique. Alors, du point de vue d'un banquier central, et pour répondre à la question, je tiens à mettre en évidence ce qui a été évoqué par Madame la sous-gouverneure concernant le fait que la lutte contre le changement climatique est un enjeu qui est très croissant et de politique publique au niveau des pays africains, mais aussi du point de vue de la réglementation financière, parce que l'objectif étant de canaliser, de flécher les financements nécessaires pour assurer la sécurité hydrique, l'accès universel à l'énergie, et ainsi qu'anticiper et gérer les risques climatiques. Alors les pays africains, comme a été précisé, ils sont invariablement parmi les pays les plus vulnérables par l'insécurité alimentaire, ainsi que le stress hydrique causé par la hausse des températures. D'ailleurs, au Maroc, on est à notre 6e année de sécheresse. Ils sont également confrontés au risque d'une dégradation continue de la biodiversité en raison principalement d'un moindre déploiement des technologies vertes et de la dépendance économique à des écosystèmes qui sont menacés et qui constituent également des moyens de subsistance pour les populations. Alors, concernant l'intérêt des banques centrales pour le changement climatique, il est motivé pour moi à travers trois principales motivations, trois principaux axes. D'abord, il y a la question de la stabilité des prix, qui est un mandat de la plupart des banques centrales et qui pourrait être affecté via divers canaux par le changement climatique et l'augmentation de la fréquence et de la gravité des événements météorologiques extrêmes. Deuxième axe qui motive l'intervention en intérêt des banques centrales, c'est celui de la transmission des politiques monétaires. Transmission politique monétaire au taux d'intérêt qui pourrait être entravée et compromis dans la mesure où l'augmentation des risques physiques génère parfois des actifs en souffrance et des pertes pour les institutions financières. Et troisième axe,
voilà, qui est induit par les deux premiers actes, à savoir la stabilité financière. Parce que les pertes qui sont causées soit par le risque physique ou le risque de transition, ils pourraient impacter les portefeuilles de crédit et exposer les banques à des pertes en termes de créances en souffrance. Alors, Banque Maghreb, la Banque centrale marocaine, en tant que banque africaine, pilote par rapport à cette question de changement climatique. Alors nous, au niveau de la Banque centrale marocaine, on a essayé de gérer ce point pour pouvoir simuler et promouvoir une meilleure gestion des risques financiers liés au changement climatique à travers principalement trois principaux aspects. Alors il y a voilà qui sont repris au niveau du slide. Alors d'abord, il y a le premier axe qui concerne l'adhésion à des réseaux internationaux et comme voilà précisé, Banque Maghreb a intégré ou était parmi les premiers pays à intégrer le LGFS. Et d'ailleurs, nous, on est la Banque centrale marocaine et les membres au niveau des comités de pilotage. Et en tant que membre, bien sûr, on est appelé à contribuer aux travaux de ce réseau qui fournit de l'information très pertinente, plusieurs voilà, qui constituent une valeur ajoutée très importante au niveau mondial pour les superviseurs et les banques centrales. D'ailleurs, Banque Maghreb, elle contribue principalement à travers deux groupes techniques, à savoir le groupe en lien avec la supervision des risques liés au climat, ainsi que la dimension macroéconomique. Voilà. Alors, deuxième aspect sur lequel Banque Maghreb travaille comme étant banque centrale, pour pouvoir interagir avec son mandat, qui n'est pas directement lié au fléchage des financements, mais qui est lié à la gestion des risques et la résilience des établissements de crédit. Et on trouve que le lien, elle est établi. Alors, sur le plan de la coordination nationale, depuis que le Maroc a organisé la COP22 à Marrakech, voilà, en 2016, la Banque centrale a fédéré les efforts de toutes les parties prenantes, notamment les régulateurs financiers, le ministère des Finances, et on a mis en place, sur une base de volontariat et de consensus, une feuille de route nationale, voilà, qui a pour vocation de consacrer les efforts individuels, mais les mettre au niveau d'un effort collectif. Et c'est dans ce sens que, voilà, cette feuille de route, il a joué un rôle important depuis 2016 jusqu'à cette date. Et voilà, nous, on a travaillé d'une manière collégiale au niveau de toutes les parties prenantes, notamment les régulateurs en charge du marché de capitaux, l'assurance, les ministères concernés, transition environnementale, ainsi que le ministère des Finances. Et puis, Banque Maghreb, il a accompagné également le ministère chargé de la mise en place du cadre réglementaire favorable par rapport à la NDC, le National Determined Contribution. On a joué un rôle en termes d'encouragement des banques à adhérer aux engagements qui sont intégrés au niveau du NDC à travers principalement le cadre de régulation. Dans la mesure où Banque Maghreb, il a édicté depuis mars 2021 le premier texte fondateur de la gestion des risques financiers liés au changement climatique. Et c'est un texte, voilà, qui est applicable à toutes les banques, les sociétés de financement, tous les établissements de crédit, et qui les appelle à intégrer l'action climat dans leur choix d'investissement et de financement. Et également, c'est un texte qui demande aux banques d'accélérer la prise en compte des risques climatiques et environnementaux, y compris dans le cadre de leurs opérations en Afrique. Parce que, comme vous le savez, les banques marocaines, y compris Banque Volecar, qui est présidée, voilà, par le EFIC, il dispose de plusieurs filiales au niveau de l'Afrique. Et nous, on a intégré au niveau de ce texte réglementaire la dimension africaine pour que les mêmes règles applicables au Maroc soient également appliquées au niveau de leurs filiales installées, implémentées Et ce cadre normatif, le premier texte fondateur de 2021, il a également été complété par deux textes réglementaires. Et ces textes, ils ont été adoptés début 2025 dans le cadre de la ligne FMI sur la durabilité et la soutenabilité. C'était des conditions pour pouvoir permettre au Maroc d'accéder à l'aide les prêts au développement qui sont fournis par le FMI. Alors, dans ce sens, on a intégré deux nouveaux textes. Un texte qui met en place de communication financière, extra-financière par rapport au risque climatique. Également, on a intégré un nouveau texte qui oblige les banques à collecter l'information sur les positions de leurs grands large exposure par rapport au changement climatique. Et puis également, on a travaillé toujours dans le cadre du renforcement
du rôle de Banque Maghreb en tant que banque centrale, en matière de gestion des risques financiers liés au changement climatique, dans le cadre de l'évaluation des risques de supervision. Et voilà, on était face à la problématique de la data. C'est dans ce sens qu'on a fait un travail d'étude d'impact du risque physique et risque de transition avec des scénarios qui ont été pris en considération, tenant compte des scénarios qui sont publiés par le NGFS avec l'assistance de la Banque mondiale. Et on a fait l'exercice qui a permis, qui était le premier de genre au niveau de la région MENA et qui visait à répondre au déficit des capacités pour l'identification des sources d'impact de ces risques sur les secteurs bancaires. Alors, les constats de cette étude, ils ont été partagés avec les banques, avec voilà, toutes les parties prenantes. L'étude a révélé qu'il y a une exposition du bilan des banques au risque de sécheresse et d'inondation et au risque de crédit lié à la transition bas carbone. Ce qui fait on a une quantification au moins exploratoire par rapport à cette première étude qu'on doit également améliorer dans un cadre futur. Alors également voilà, en plus de cet exercice, il y avait l'exercice important sur lequel on a estimé qu'il faut l'autonomiser, c'est celui du renforcement des capacités, parce qu'au niveau du secteur bancaire, voilà, pour pouvoir prendre en charge la gestion de ces risques financiers liés au changement climatique, on a constaté qu'il y a un grand effort de renforcement des capacités. Et c'est dans ce sens qu'on a établi un accord avec la Banque européenne de reconstruction et de développement qui nous a aidés dans ce cadre par la mise en place de formations modulaires adaptées avec plusieurs séances. On a fait la première itération. Maintenant, on est au niveau de la deuxième itération avec tout le secteur bancaire pour pouvoir au moins autonomiser les responsables risques au niveau des banques par rapport à ces aspects. Et également, dans un cadre plus global par rapport à la gouvernance, pour pouvoir accompagner toutes les mesures qu'on est en train de lancer, qu'on va lancer par rapport à notre démarche stratégique, on a créé au sein de la supervision bancaire un service qui est chargé de la gestion de ces risques. Et ce service, il a été également élargi en termes de prérogatives. Il a été transformé en département pour lui donner plus de prérogatives et lui permettre de mener à bien ses missions qui concernent le suivi avec les banques de tous les aspects qui portent sur le risque lié au changement climatique. Et merci pour cette partie. Merci Nabil. Je pense que tu nous as exposé un peu les fonctions, en tout cas sur les sujets climatiques, d'un membre très acteur et actif au sein du NGFS et sur un pays qui est à la fois concerné effectivement par les risques physiques et les risques de transition, et au niveau systémique et au niveau individuel des institutions financières marocaines qui opèrent au Maroc et sur le continent. On va commencer, je pense, à descendre. On a pu avoir un peu quelques visions assez globales. On va commencer peut-être à aller au niveau des acteurs vraiment des systèmes financiers. Donc avec Aude, donc de la CNP, donc un investisseur institutionnel qui est à la fois qui est plutôt sur le côté offre des financements, à la fois qui intervient sur du côté, sur du non-côté. Donc assez structurant finalement des investisseurs institutionnels en plus des banques sur la partie offre et gestion des risques, donc à la fois sur les opportunités, à la fois sur les risques. Et Aude, si tu peux nous partager en tout cas ton expérience de la CNP sur les cas français et européens, et notamment sur un des points qui était mentionné par Nabil sur les capacités à aller chercher des opportunités, à évaluer les risques et comment c'est mis en opération dans les processus et les opérations de la CNP. Merci Aude. Bonjour. Ça y est. C'est un très grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, et j'ai le plaisir donc de représenter un investisseur institutionnel, et je vais vous expliquer qui nous sommes, comment nous investissons dans la finance durable et pourquoi. Ce qui, j'espère, apportera quelques éléments intéressants au débat. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, un investisseur institutionnel, c'est un investisseur professionnel qui détient un portefeuille d'investissement particulièrement important. Il s'agit des fonds de pension, des assureurs-réassureurs, il s'agit de fonds réglementés, de la Caisse des dépôts, fonds réglementés
EDF a un portefeuille particulièrement important, et donc ce sont des investisseurs professionnels qui vont avoir un volume d'investissement élevé, un pouvoir d'influence de marché et sur la gouvernance des entreprises qu'elles financent, une gestion professionnelle avec des équipes dédiées. Chez CNP, c'est 130 personnes, 420 milliards, 320 en France, gérés par ces 140 personnes qui ne gèrent pas tout, mais qui vont travailler avec l'ensemble de l'écosystème financier, des sociétés de gestion et des banques. C'est un portefeuille diversifié, à la fois dans les secteurs économiques et dans les géographies. Et enfin, nous avons un objectif de détention de long terme. Ça, c'est vraiment critique. Et ça nous amène à investir en prenant en compte les facteurs de durabilité aux côtés de la performance financière. Donc, où investissons-nous ? Si je reprends le cas de nos 320 milliards gérés, pilotés en France, nous allons investir dans toutes les classes d'actifs, à la fois dans le financement des entreprises et le financement des États. Nous investissons de manière assez massive sur les marchés cotés, bien sûr en actions, obligations, fonds cotés, mais nous allons aussi investir sur les fonds, sur la partie non cotée, que ce soit immobilier, mais dans le cas qui va nous occuper en Afrique, infrastructure, que ce soit sur des fonds de private equity, dans une optique de diversification et toujours de performance financière. Bon, nous travaillons essentiellement quand même avec la zone euro, et nos investissements dans les marchés émergents sont des poches de diversification. Cela dit, nous nous intéressons quand même à des marchés dans le cadre du groupe, puisque nous avons une filiale importante au Brésil et que nous travaillons avec eux sur le développement de la finance durable. Un des sujets qui est intéressant, c'est que il va y avoir le financement des infrastructures, il va aussi y avoir le financement et la prise de participation dans des entreprises aux côtés de la Caisse des dépôts, avec qui nous formons le grand pôle public, pour des biens et services essentiels. Alors en France, ça se matérialise par donc l'accès à l'énergie, les réseaux. Je parle de RTE, qui est le réseau électrique de France de masse pour les grandes entreprises, Natran, donc qui est un énergéticien réseau et pour la distribution du gaz, et que nous allons accompagner sur le chemin de la transition et de l'hydrogène. Donc ces deux exemples vous montrent que nous jouons un rôle donc dans l'accompagnement du secteur privé et sur le chemin de la transition énergétique. Donc comment est-ce que nous faisons ? Nous avons une boîte à outils que nous avons créée depuis 10 ans et qui nous permet d'identifier les investissements et de les accompagner. Donc cette boîte à outils est composée de 5 piliers. Le premier, c'est l'exclusion. Le deuxième, l'intégration de l'ESG dans la gestion d'actifs pour sélectionner les investissements. Le troisième, c'est une poche d'investissement très durable. Le quatrième, c'est comment nous allons prendre en compte la gestion des risques dans physique, transition dans nos investissements et comment nous allons le suivre. Et enfin, le dernier pilier, nous avons un volet qualitatif où nous engageons les sociétés dans lesquelles nous investissons pour les inciter à accélérer la transition de leur business model. Quelques éléments sur ces 5 piliers. Donc les exclusions, nous sortons du charbon, très concrètement, comme l'ensemble des acteurs de la place avec nous. 2040, sortie dans le monde, 2030, sortie dans les pays de l'OCDE. Nous avons une politique d'investissement et d'exclusion sur les fossiles qui est extrêmement robuste à l'achat. Nous engageons les sociétés en stock et nous excluons tout investissement chez les développeurs fossiles sur la chaîne de valeur. Un pilier intéressant va être l'intégration de l'ESG dans la gestion d'actifs. Là, nous avons des moyens de filtrer grâce à des analyses de données. Donc c'est plus simple sur le marché coté, mais nous nous dotons maintenant sur le marché non coté d'analyses pré-investissement robustes. Alors la robustesse et la donnée, c'est l'essentiel pour nous. Et nous allons sélectionner avec des critères de durabilité et de finance verte les sociétés dans lesquelles nous allons investir pour voir si elles sont loin ou proches de notre vision de la durabilité.
Nous avons une poche d'investissement durable. Chez CNP, fin 2025, nous avons un objectif de 25 milliards d'investissements durables, essentiellement dans les green bonds, plus de 14 milliards, mais aussi dans l'immobilier, infrastructure et le private equity d'une façon plus modeste. Les risques. Alors, les risques, nous avons une analyse de risque globale, comme tous les groupes, comme tous nos pairs. Nous sommes régulés et très, très suivis sur le sujet. Et nous avons une matrice d'appétit au risque, ce qu'on appelle le Risk Appetite Statement. Et nous suivons plutôt, des indicateurs sur les risques de transition et les risques physiques, c'est-à-dire le risque de perte de valeur de nos portefeuilles d'investissement exposés à des risques climatiques. Et ça, c'est un sujet vraiment important parce qu'il est suivi par le régulateur. Alors, il faut savoir aussi que nous sommes des organismes régulés et que nous suivons tout le pacte européen de durabilité avec un certain nombre de reporting et donc avec un objectif à la fois de transparence mais aussi d'analyse de nos portefeuilles. Et ces concepts nous occupent. Ça occupe une dizaine de personnes chez nous. Nous appuyons sur des écosystèmes. Nous avons des outils pour suivre tout cela. Mais le but de tout cela, c'est d'avoir un langage commun en Europe sur ce que c'est que la durabilité et comment nous allons la mesurer. Donc ça, c'est tout ce qui est autour du risque physique de transition. Mais nous nous appuyons aussi sur des labels pour identifier les investissements durables, des labels reconnus. Il y en a plusieurs en Europe. Et puis, des trajectoires de décarbonation. Alors tout ça nous amène, je vais vous donner un exemple, on a abandonné le concept de température qui était très à la mode il y a 5-6 ans, parce que c'est très marketing, c'est très intéressant de dire mon portefeuille a une température de 2 degrés, etc. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une trajectoire d'empreinte carbone projetée. Voilà. Nous avons enfin des objectifs que nous nous sommes donnés. Nous avons adhéré à la Net Zero Asset Owner Alliance, qui est donc une association de 88 investisseurs institutionnels qui se sont donnés pour objectif zéro carbone en 2050. Donc là, c'est un déploiement progressif par classe d'actifs, mais nous avons des trajectoires à l'échelle de nos portefeuilles de décarbonation et de moins 50% sur le portefeuille coté en 10 ans. Et nous travaillons de plus en plus sur les objectifs, sur le non coté. Et ils sont déjà parfois affichés. Ces objectifs sont publiés dans notre raison d'être. Je rappelle que la loi Pacte en France définit l'objet social de l'entreprise avec des objectifs de pérennité et de durabilité. Donc l'ESG fait partie de notre stratégie. Et je terminerai avec ça, c'est à la fois notre objectif et pourquoi nous faisons tout ça. Nous sommes le grand pôle public, donc nous sommes exemplaires, nous devons l'être. Nous avons la conviction que la durabilité, eh bien, c'est la performance financière à long terme, et même au-delà, celle de l'autonomie stratégique. La prise en compte du climat dans les politiques d'investissement, eh bien, c'est devenu un standard chez les investisseurs institutionnels. Et puis, c'est pour nous un facteur différenciant, essentiel à la fois pour notre image de marque et notre réputation. Voilà. Merci beaucoup Aude. J'aime beaucoup votre témoignage, ceux des autres aussi bien entendu, pas que le vôtre. Ça permet de placer à la fois les contraintes auxquelles vous êtes soumis d'un point de vue pour intégrer les contraintes réglementaires, la vision long terme en tant qu'investisseur institutionnel que vous devez embarquer. Et je trouve que les investisseurs institutionnels, c'est vraiment une brique essentielle qui, sur la partie offre en tout cas, des investissements nécessaires aux transitions. Et certes, du coup, on a évoqué un peu des sujets systémiques, des acteurs systémiques dans la mesure, dans la réglementation et la supervision. Et
on va essayer de se placer du côté des récipiendaires, finalement de la demande d'une certaine manière, de la vulnérabilité, du court terme parfois du coup et pas forcément que du long terme pour les besoins, et se poser un peu la question si finalement les personnes, les entités, j'aime bien dire les entités, qu'elles soient gouvernementales, sous-gouvernementales, des personnes, finalement se retrouvent servis en tout cas par tout ce système financier, le système financier privé, et avec parfois des risques d'exclusion finalement, qui est de plus en plus adressé par des institutions comme l'UNEP sur un peu ce nexus entre la nécessité de gérer les risques et le risque d'éviter les entités les plus risquées, notamment à court terme et à long terme également. Et je voulais avoir du coup ton avis, Ali, sur un peu cet équilibre. Merci beaucoup. Je crois que c'est une très 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 bonne question. Mais pour simplifier, je voudrais en revenir aux fondamentaux. Le financement climatique a deux cibles principalement. La première cible, c'est le financement de l'atténuation, et la deuxième, c'est l'adaptation. Et chacune de ces cibles est étroitement liée au développement, au niveau de développement et au comportement que ça implique. Si on prend l'atténuation, nous l'avons dit tantôt, en Afrique, l'atténuation, les émissions proviennent essentiellement de trois sources. L'énergie, l'agriculture, élevage, l'agriculture au sens large, donc incluant l'élevage, et la foresterie. Alors, si on regarde l'énergie, avec la dynamique démographique qui est en cours en Afrique, toutes choses étant égales par ailleurs, on peut s'attendre à ce que les niveaux d'émissions soient plus importantes provenant de ces sources. Et la même chose observation est valable concernant la déforestation. Je crois qu'il va être extrêmement difficile de dissocier l'atténuation aux politiques de développement en général. Et pour l'adaptation, la même observation reste valable. Avec le changement climatique, des secteurs qui étaient en difficulté sont carrément devenus des secteurs sinistrés, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, l'urbanisation, avec l'élévation au niveau de la mer, et la plupart des secteurs. On ne va pas faire la typologie de tous ces secteurs, mais c'est juste pour dire que les défis de développement, avec le changement climatique, vont être de plus en plus importants, et inversement, ça va encore avoir des répercussions tant sur l'objectif d'atténuation que sur l'objectif d'adaptation. Et dans le même temps, comme on l'a dit tantôt, les financements climatiques sont inadaptés. Inadaptés de par leur volume, mais inadaptés également par les mécanismes de mobilisation de ces financements. Et il y a autre chose de plus compliqué. Les pays africains ont du mal à utiliser les canaux traditionnels de financement de l'économie pour financer le développement de leur énergie fossile. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, je crois l'AFD, ils ont maintenant beaucoup de mal à financer le secteur énergétique traditionnel en Afrique. Ce qui fait que les ressources qui sont disponibles ne peuvent même plus être exploitées. Ce sont les majors pétroliers qui financent, et en finançant, ils posent un défi plus important en termes de partage de la rente concernant les ressources. Ce qui fait que les pays africains ont énormément de difficultés à trouver des ressources pour faire face à la fois au financement de développement et pour faire face aux besoins d'atténuation et aux besoins d'adaptation. Dans un contrepoint qui va être publié par la Brookings, l'argument que nous défendons, c'est que les contraintes concernant le financement des ressources fossiles devraient être, allégées, de façon encadrée, pour permettre aux pays africains d'avoir un peu plus de levier pour avoir des ressources que de toute façon le système international ne leur donne pas. C'est évident que le système international ne donne pas aux Africains ce dont ils ont besoin pour financer leurs besoins d'adaptation et d'atténuation, et pas plus qu'ils ne leur donnent la possibilité de financer leurs besoins plus larges de développement. Et les deux sont liés, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons construit un atlas
avec un financement du BMBF. Le BMBF, c'est le ministère allemand de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous avons construit un atlas pour voir les capacités des pays africains en termes de développement de sources d'énergie renouvelables. Et c'est mis en ligne, hein, je crois que les gens peuvent visiter, et les résultats sont effarants. Il y a 2000 km/h par mètre carré de radiation solaire chaque année pour les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont ciblés essentiellement. Il y a 17 fleuves avec des bassins versants supérieurs à 100 000 km². 160 fleuves avec des bassins versants supérieurs à 27 km². 1000 gigawatts de sources solaires et 110 gigawatts de sources éoliennes. 350 gigawatts de sources hydrauliques. Donc le potentiel pour que l'Afrique passe au net zéro, le potentiel est là, le potentiel existe. Mais la contrainte, c'est l'investissement. On ne passe pas d'un système d'énergie fossile à un système d'énergie décarboné du jour au lendemain. On a besoin d'investissement. Et il y a des défis par rapport à cet investissement-là. Le taux d'investissement est très faible, il diminue avec le temps. Le taux d'épargne est faible et diminue avec le temps. Sur les 10 ans passés, on estime que l'Afrique a perdu 10 points de pourcentage en termes de capacité d'épargne. Alors, le point de vue que nous défendons, c'est qu'on pourrait quand même permettre aux pays africains d'utiliser davantage le levier que constitue l'utilisation des ressources fossiles. En contrepartie de quoi, ils pourraient s'engager dans un horizon à déterminer conjointement à passer au net zéro. Mais avec les volumes de financement que je vois actuellement et les mécanismes de financement que nous voyons actuellement, je vois mal comment on peut penser que l'Afrique peut engager et réussir une transition énergétique dans un horizon de 50 ans. Moi, je voudrais quand même inviter les gens à plus de réalisme, à accepter le fait que pour pouvoir engager un programme de transition énergétique réussi dans un horizon raisonnable, on devrait quand même pouvoir utiliser les ressources fossiles dont on dispose et que les restrictions en vigueur sur le plan international ne permettent pas aux Africains d'utiliser pleinement. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment Ali. Vos propos finalement sont assez intéressants parce que ça reflète des points de vue peut-être assez divergents entre Aude tout à l'heure qui a expliqué les politiques, les contraintes, les politiques d'exclusion des énergies fossiles dans une optique de gestion des risques et d'accomplissement des objectifs pris à l'accord de Paris. Et puis Ali sur les impératifs de développement. Donc ça permet de souligner la difficulté de l'équation. De ce pas, en fait, je retourne chez Nabil. Je ne sais pas si tu es encore en ligne. Non, Nabil? Non. Oui, c'est super, d'accord. Oui, Nabil, en fait, je voulais on a parlé beaucoup de risques sur ta première partie d'intervention. Je voulais savoir davantage, avoir finalement ce que peut faire, en tout cas la Banque centrale du Maroc, la Banque Al Maghreb, en matière de politique peut-être volontariste, d'allocation et de fléchage de la finance verte, de la finance climat ou de la finance durable, selon les différents degrés qu'on lui donne, et comment mobiliser finalement les acteurs tout en gardant bien entendu en tête de la même manière, un peu cet impératif d'assurer la stabilité, qu'elle soit financière ou la stabilité des prix, comme tu l'as dit initialement. Merci pour cette question et j'ai affiché un slide qui devrait ressortir les principaux éléments que je vais évoquer avec plus d'explications. Alors, le premier principe à retenir, c'est que l'intervention de la Banque centrale n'a pas porté sur des éléments en termes de création d'incitation directe. Parce que, comme précisé initialement, il faut se limiter par rapport au mandat. Il y a toujours le mandat légal qui cantonne le domaine d'intervention de la Banque centrale. Alors, en opérant sur un plan stratégique, Banque Maghreb s'est mobilisée pour contribuer aux côtés du gouvernement, des parties prenantes concernées, pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris.
Alors, c'est dans ce sens qu'on a mené avec les parties prenantes très concernées une étude avec l'assistance de la Banque mondiale sur le financement, la stratégie de financement à l'horizon 2030. Comment mettre en place un cadre de financement qui devrait permettre aux banques, à toutes les parties prenantes privées et publiques, de réaliser des financements qui s'inscrivent dans le cadre de tout ce qui est financement vert. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait une première étude pour diagnostiquer le potentiel en termes de développement. Alors, le potentiel, il est repris au niveau de la NDC. La NDC, elle reprend 80 milliards de dollars comme besoin de financement. Pour la partie qui sont divisées à moitié entre l'atténuation et l'adaptation. Et puis, sur cette base, lorsqu'on a fait l'étude pour évaluer, assesser le besoin en financement, on a constaté qu'il y a un gap de financement vert qui se chiffre à presque 4,5 milliards de dollars par an. Et voilà, l'objectif est de voir comment pousser le secteur privé à contribuer avec plus de financement au détriment d'autres intervenants, notamment le secteur public. Et au bout de l'étude qui a été finalisée, maintenant, il a été déjà adopté le T3 2024, et c'est déjà une stratégie qui a été mise en place dans le cadre de la ligne de durabilité, de la soutenabilité du Fonds monétaire international. Alors, la stratégie a deux objectifs majeurs. Alors, le premier, c'est accélérer la mobilisation des financements privés, voilà, pour les projets climatiques et combler les déficits de financement pour répondre aux objectifs du Maroc en matière d'atténuation et d'adaptation. Et deuxième élément, c'est la mobilisation de 50% des ressources nécessaires auprès du secteur privé en s'alignant avec les meilleures pratiques au niveau international. Et c'est dans ce sens que nous, voilà, parmi les axes fondamentaux de cette stratégie, Banque Maghreb devrait également, de son côté, poursuivre l'alignement de sa politique prudentielle, voilà, avec les normes baloises. À date d'aujourd'hui, il n'y a pas de normes qui sont adaptées ou incitatives, mais on est à l'écoute pour voir s'il y a une évolution au niveau international par rapport aux normalisateurs qui devraient, en principe, voir l'opportunité de dicter des règles avec un cadre incitatif et adapté au niveau prudentiel. Alors, et deuxième élément qui vient s'adjoindre à la stratégie de financement vert à l'horizon 2030, c'est la mise en place d'un taxonomie. Parce que j'ai léché les financements verts, tout ce qui est vert, mais il se trouve que parfois, il y a toujours cette définition de ce qu'on entend par le vert. Et c'est dans ce sens que Banque Maghreb, également avec le ministère des Finances et les deux régulateurs en charge de la partie assurantielle et marché de capitaux, on est en train de mettre en place une stratégie qui devrait être finalisée en 2027. Le travail est toujours en cours. Alors, l'objectif étant de concevoir un outil de classification, de screening qui devrait permettre d'éviter ce qu'on appelle le greenwashing. Et la taxonomie marocaine, il devrait également être adaptée par rapport au contexte marocain. C'est-à-dire, nous, le benchmark est là, il y a la taxonomie européenne, mais ce qu'on devrait faire, c'est en considération toutes les spécificités finales à mettre en place. Et c'est dans ce sens que, voilà, le travail est court et on devrait respecter 2-3 principes en termes de conception de taxonomie. Le premier, c'est l'interopérabilité. Il faut qu'il y ait possibilité de notre taxonomie avec les autres taxonomies. Le deuxième élément, c'est par rapport à les soit en phase avec celle qui est en cours d'élaboration, élément qu'on est en pour voir le produit, le livrable qui est en cours de préparation par la BAD, pour pouvoir le comparer, le challenger avec le travail qui est en cours. Alors, globalement, un premier retour par rapport aux actions menées par Banque Maghreb dans le cadre de la gestion des risques financiers liés au changement climatique. Alors, maintenant, les acteurs, ils ont été bien sensibilisés. Ce qu'on constate, c'est qu'ils sont en train de développer, ou plutôt, il y a des banques qui ont déjà développé des produits et services climatiques, ainsi que des outils de gestion de risque, parce que mettre en place un outil de gestion de risque permet de mitiger et d'atténuer le risque qui en découle. Et sur cette base, ça donnerait même la marge en termes de conception de nouveaux produits. Et en matière de gestion de risque, maintenant, même au niveau de toutes les banques, presque c'est généralisé, ils ont intégré des fonctions dédiées à la gestion de ce type de risque. Alors, globalement, sur le plan de financement, alors le secteur voilà, de la finance verte,
Et voilà, ils présentent toujours le gap en termes de captation du financement qui ont été étudiés par de fonds internationaux. Et c'est dans ce sens que nous, on estime que la principale recommandation du NGFS, et il porte sur le rôle des MDB, les bailleurs de fonds ou les banques multilatérales de développement, qui devraient également accélérer et jouer un rôle très important en termes d'accompagnement du financement vert. Alors, il y a trois challenges qui restent à relever, qu'on a constaté au niveau de notre expérience au niveau de la Banque centrale marocaine. C'est, premièrement, c'est la perception des risques. Alors, parfois, le gap en termes de financement, il est justifié par le fait que les banques, ils trouvent que le risque n'est pas assez géré, il n'est pas mitigé, ou il n'y a pas de cadre incitatif pour pouvoir accorder des financements verts. Et ça, c'est un aspect sur lequel on doit travailler en termes, voilà, soit de mise en place d'un cadre incitatif, soit développement de l'autant des risques pour pouvoir mieux gérer les projets qui présentent des risques spécifiques. Deuxième défi, également important, c'est celui qui concerne la viabilité et l'insuffisance de la demande. Alors, l'insuffisance de la demande du fait que développer fournir aux entreprises, encore faut-il que ces entreprises soient restes de ces produits. C'est donc ce qu'on est en train, avec les ministères concernés, notamment le gouvernement, à mettre en place un cadre de sensibilisation des entreprises pour les pousser à soit changer leur appareil industriel productif pour intégrer tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est renouvelable. Il y a tout un travail important à mettre en place. Et le dernier défi, qui concerne le défi en termes d'expertise et la difficulté à mettre en place des outils complexes, parce que l'entreprise a diagnostiqué ACC et recourt à une expertise. Et cette expertise n'est pas abondante, ça devrait poser problème, sans parler du coût qui est induit par cette expertise. Alors, ce qui fait, il y a tout un cas à travailler pour le DG devrait également porter sur des aspects de risk sharing, partage de risques à travers des garanties publiques, également à travers tous les aspects qui concernent la sensibilisation de toutes les parties pour concevoir les outils adaptés et incitatifs. Et merci. Merci beaucoup Nabil. Sans trop tarder, je vais donner la parole à la salle. Si vous avez des questions aux différents intervenants, je pense que vous en avez plein. Qui est en charge de faire passer le micro? Je peux le faire passer moi aussi. Mais... Nabil, tu restes en ligne s'il y a des questions qui sont adressées à Banque Al Maghreb. Merci. Bonjour, merci. J'avais une question plutôt pour Madame de la SNP. Quand vous avez présenté votre portefeuille, vous avez omis de mentionner l'Afrique, plutôt vous parliez du Brésil, et je me demandais en fait pourquoi est-ce qu'il y a vraiment aucun actif africain qui fait partie de votre portefeuille, quelles sont les limites, ce qui peut expliquer ça, est-ce que c'est réglementaire, est-ce que c'est un manque d'opportunités, ou est-ce que c'est en dehors de vos matrices de risque, et voilà. C'était le point que je devais développer maintenant. Concrètement, nous investissons peu hors dehors de la zone euro, et les pays émergents sont une diversification de nos investissements actuellement. Nous avons des freins réglementaires à cette diversification, à la fois sur la taille des investissements et sur les géographies, et ça c'est Solvency II qui nous impose un coût en capital élevé pour des investissements non liquides, et en particulier le private equity. Donc ça, c'est un frein à la diversification géographique, et voilà. Ce frein est en train d'évoluer, puisque depuis l'année dernière, Solvency II a évolué. Ce n'est pas encore dans les textes français, mais ce que nous voyons venir, c'est comme un green factor qui va pousser les investisseurs institutionnels, assureurs européens à investir pour le climat, et ça devrait nous ouvrir des possibilités. La seconde possibilité que nous avons d'investir en Afrique, c'est au travers des green bonds. Donc ça, c'est les supras, les souverains supras, est pour nous un canal d'investissement durable privilégié aujourd'hui, indépendamment des considérations de Grenium, etc. Un troisième sujet, c'est accompagner
des groupes sur le chemin de la transition. On le fait en Europe, pourquoi pas en Afrique. Il y a d'énormes sujets infrastructure, c'est quand même un des fils rouges qui irrigue nos conversations. Et sur ces sujets-là, dès lors qu'il y a une profondeur de marché, une robustesse, nous sommes susceptibles de pouvoir y aller à l'avenir. Voilà, en quelques mots, mais je pourrais développer. Merci beaucoup. Merci aux panélistes pour leur présentation. Moi, j'avais une question par rapport au développement des marchés des capitaux en Afrique, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de financement, donc hors Afrique vers l'Afrique. Mais un enjeu actuel, c'est comment mobiliser l'épargne africaine. Je crois que c'est un thème important des journées de l'AFIS actuellement à Casablanca. Je crois que ça a été un peu abordé par le représentant de BOA. On dit souvent qu'il y a beaucoup d'épargne en Afrique, que cette épargne, souvent, elle va être investie en dehors de l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire que peuvent faire les acteurs africains, qu'est-ce que les régulateurs peuvent faire. Et après, je comprends bien que dans un deuxième temps, après cette mobilisation, la question sera de savoir comment on peut faire pour que ça soit davantage investi pour la lutte contre le changement climatique en Afrique. Mais je pense qu'il y a vraiment cette première étape déjà, comment faire que les acteurs africains investissent en Afrique, et ça sera peut-être plus efficace après pour favoriser le développement, la lutte contre le changement climatique, parce que les contraintes de Solvency 2, évidemment, ne vont pas s'imposer aux acteurs africains. Thomas, je t'en prie, oui. Après, on reprend la parole. Merci. Peut-être une question un peu polémique pour Adim Baye. Il disait tout à l'heure, il invitait les banques multilatérales à aller dans le financement des fossiles, notamment sur le continent africain, pour des raisons de justice. Ce qui me frappe, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'argent, notamment venant d'Occident, qui vient dans le financement des fossiles, alors plutôt par des majors ou des acteurs privés, mais j'ai pas l'impression que ce soit un secteur qui manque de financement, ni même d'ailleurs de financements occidentaux. Donc quel est vraiment le problème pour le financement des fossiles? Ou est-ce que l'idée est de dire le public devrait se substituer au privé? Parce qu'en général, c'est quand même plutôt l'inverse qu'on demande aux bailleurs, c'est-à-dire d'apporter de l'argent public là où il n'y a pas d'argent privé. Mais j'ai quand même l'impression que sur ce secteur, il y a de l'argent privé qui parfois peut prendre 80, je crois que dans le cas du Sénégal, c'est même plus de 90% des investissements nécessaires pour le fossile qui sont venus du privé et du privé international. Donc je ne sais pas comment étayer le besoin et pourquoi est-ce qu'il faudrait inverser la logique de demander au public, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le public devrait se substituer alors même qu'il y a déjà de l'argent privé? Merci Thomas. Si je puis me permettre de réinterpréter d'abord la question de monsieur, je ne connais pas, mais peut-être pour Thomas. Pourquoi pour Thomas? Parce qu'il y a un sujet dur sur ce qu'on calcule, ce qu'on comptabilise sur notamment les flux transfrontaliers ou pas transfrontaliers, qui donnent finalement un cadre de ce qu'on compte ou on compte pas, et le sujet de mobilisation intracontinentale, et donc comment vous l'intégrez? Est-ce que ça vient notamment de la part des pays récipiendaires, cette demande? Parce que finalement, parfois, ce qu'on mesure prédétermine un peu certaines choses aussi. Donc, c'est dans ce sens-là où je réinterprète la question, mais également peut-être Nabil peut intervenir après Thomas pour donner suite à la question, et puis Ali pour Thomas. Voilà, je répartis là. Donc merci beaucoup pour cette question. En fait, dans le contexte de TOSSD, nous on mesure le soutien public au développement durable. Donc quelque part, si ce sont les flux privés, du privé au privé, c'est un peu pour l'instant hors de la mesure. Je devrais dire quand même que on comprend que aujourd'hui, TOSSD ne capte pas tout et que peut-être c'est quelque chose à développer dans l'avenir. Peut-être il nous faut un peu de temps pour voir comment ça peut se faire, parce que c'est énorme de faire un travail comme ça. J'aimerais peut-être aussi mentionner que ce qui pourrait être quand même comptabilisé dans une mesure comme TOSSD, c'est la finance qui est mobilisée par le secteur public. Et il y a suffisamment,
peut-être pas suffisamment, mais il y a beaucoup d'organisations, d'institutions qui sont vraiment spécialisées à faire ça. En anglais, Development Finance Institutions. Beaucoup de pays européens ont des telles institutions. En France, c'est par exemple le Proparco. Et un instrument qui pourrait faire beaucoup de travail dans ce domaine, c'est les garanties développementales. En fait, en pays du Nord, mais ça peut aussi être une banque multilatérale de développement en Afrique, comme Trade and Development Bank, la Banque africaine de développement, etc. Eux, ils peuvent aussi fournir ce sort d'instruments pour en fait dérisquer les investissements et évidemment inciter ces investissements, inciter que les investissements restent en Afrique. Là, je me permets aussi de dire que si on veut voir ce qui se passe à travers ces instruments, et il nous faut aussi que les institutions qui font ce travail très utile et très important soient prêtes à partager les données avec un cadre statistique comme TUSSD. En Afrique, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a évidemment des États, mais il y a aussi, par exemple, Africa Finance Corporation, qui travaille beaucoup avec le secteur privé pour qu'on puisse faire de jolis graphiques et les interpréter, et comprendre ce qui se passe, comprendre les volumes, parler des définitions, des mesures, pourquoi on comptabilise quelque chose, pourquoi non. Il nous faut, pour commencer, les données. Voilà. Merci Thomas, ça répond en partie, j'espère, à la question. Juste Nabil, rapidement, je pense qu'il faut qu'on clôture assez rapidement sur peut-être les push et les pull factors finalement sur notamment sur les marchés des capitaux, de ce que je comprends. Si Nabil, tu as un élément à apporter très rapidement. Très bien, alors deux éléments principaux à mettre en évidence. Alors le premier, c'est que le financement de la transition verte, il ne doit pas être focusé au niveau public. Il faut qu'il soit complété par d'autres intervenants. Alors le NGFS, comme j'ai précisé dans mon intervention, il a encouragé par rapport au recours au blended finance. Blended finance, il faut qu'il y ait un partenariat public-privé pour porter les financements qui sont importants. Le deuxième élément, c'est les MDBs. Ils ont un rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expertise et la connaissance, et s'agissant de financements importants qui nécessitent des enveloppes importantes. Le troisième élément qui concerne le recours au privé. Alors, assessment qui a été fait au Maroc, elle a fait ressortir que au Maroc, 25% des financements sont d'origine privée, alors que la règle ou le principe au niveau international, c'est que la moyenne elle est de 50%. D'où l'intérêt d'aller au-delà pour améliorer le niveau de contribution du secteur privé. Le troisième élément, c'est par rapport au marché de capitaux. Alors, marché de capitaux, pour le cas marocain, il y a eu des émissions d'obligations vertes, mais le green bonds. Mais il se trouve que depuis 2023, il y avait un mouvement d'émission et puis on a arrêté. Alors, on a assessé le pourquoi du non-renouvellement de l'émission de green bonds. Alors, parmi les problématiques qui se sont posées, c'est par rapport au coût. Le coût, du montage de la conception en green bond. Deuxièmement, c'est par rapport même à la rémunération. Et troisième élément, c'est par rapport à la partie que j'ai évoquée initialement, qui concerne la demande. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de demandes? Et en cas d'absence de demande, il faut la créer pour pouvoir créer le besoin en termes de financement. Merci beaucoup Nabil. On va clôturer, on a 2 minutes, ou alors ils vont clôturer la discussion bilatérale. C'est bon, je peux répondre très rapidement. Mais écoutez, je pense que c'est une question... C'est bon? C'est une question très importante, mais il ne faut pas penser que l'exclusion des bilatéraux et des multilatéraux sera sans incidence sur le partage de la rente. Je crois que le fait de libérer, je veux dire laisser le financement entièrement au privé, ça impacte le partage de la rente. Le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier, comme vous le savez. L'année dernière, ce qu'on a eu, et dans le budget, c'est 140 milliards de CFA. Ce qui fait à peu près 70 milliards, ce qui fait 140 millions de dollars. Et les prévisions les plus optimistes pour les prochaines années, c'est 700 milliards de CFA. C'est que moins 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de dollars. Vous voyez? Je pense que le fait que les bilatéraux et les multilatéraux interviennent également pour le financement des fossiles, ça pourrait complètement changer la donne en matière de partage de la rente.
Voilà le droit de réponse, le droit de question. Je vous remercie tous et toutes pour celles et ceux qui sont en ligne également. Et merci de m'avoir invité en tant que modératrice également. Merci à la Banque de France et à la Ferdi. Merci. Merci les invités, les panélistes aussi, Merci. bien entendu. Merci beaucoup. Un dernier mot avant de vous rendre votre liberté. Je voudrais simplement partager avec vous que vous étiez plus de 400 en ligne à assister à ce premier jour de notre conférence. N'hésitez pas à partager le message. Il reste encore 2 jours pendant lesquels on va aborder les questions liées aux banques multilatérales de développement, aux banques publiques de développement et bien sûr aux banques centrales. Donc revenez demain et mercredi encore plus nombreux. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de relayer spécifiquement toutes les questions qui ont été posées en ligne, plus d'une 50aine, mais j'espère que les panélistes ont pu apporter quelques éléments de réponse. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à demain, 14h, au même endroit. Merci.